Alors, peut-être que c'est toi qu'il faut que change quelque chose dans ton approche parce que moi, ça me pose une question comme coach. Comment se fait-il que toi, comme gestionnaire, tu reproduises le même processus alors que d'emblée, la deuxième pas troisième fois, ça n'a pas marché? OK? Alors ici, la volonté de la formation, c'est vraiment de se questionner sur soi dans nos pratiques de gestion, puis d'aller voir qu'est-ce que moi je peux changer d'abord avant de penser que mon employé, peut-être qu'il ne comprend pas ou qu'il n'entend pas bien ce que j'ai à lui dire ou qu'il ne veut pas. Peut-être que c'est moi qui dois changer quelque chose dans mon approche pour aller le motiver puis l'atteindre. Deuxième petite question que j'adresse aussi au groupe avant de continuer, parce que là, je suis en train de mettre en place mes blocs. Alors, je vous demanderai à chacun de vous rappeler une expérience professionnelle à laquelle vous avez reçu une critique de votre patron. Et puis là, je vais aller voir encore deux personnes, mais je ne veux pas que vous nommiez le nom de votre patron puis la situation. C'est pas important. Mais ayez en tête une expérience que vous avez reçu une critique, puis quand vous l'avez reçue, là, ça a généré de la frustration, de la déception et de l'incompréhension de la part de votre part. C'était quoi les facteurs qui ont influencé votre réaction? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que quand votre patron vous a donné un feedback, vous n'avez pas eu de fun, là? C'était pas plaisant, là. Alors, je vais demander je vais aller voir un petit peu plus loin. Myriam Plante, est-ce que c'est correct pour toi de répondre? Fais juste dire quelle était la pratique. Bonjour tout le monde. Alors, les pratiques que je me souviens qui étaient peut-être non efficaces, là, c'est de longs silences, un vocabulaire imprécis, avec un sous-entendu que je comprenais de quoi on parlait sans nécessairement préciser les choses. Je sentais que la personne était inconfortable. Il y avait un manque de courage un peu managérial derrière ça. Donc, tu sentais l'inconfort de ton gestionnaire. Puis, son Ouais. inconfort se traduisait en ambiguïté pendant qu'il te parlait. Oui. Oui, OK. Et ça, c'est encore plus stressant là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'en va là, quand on reçoit ça. Stéphane Boivin. Hey, bon matin. Je viens de te... J'ai été détecté. Ben oui, tu Bon. savais. Non, moi, j'ai jamais eu de feedback, de critique constructive de mes patrons. Tout a toujours, non, c'est pas vrai. OK, ben donc, Quand j'en ai oh, reçu, quand j'en ai reçu, Hélène, dans le passé, tu le sais, là, euh, oui, je pense que ça touche plus à l'incompréhension dans le sens, un petit peu de la honte ou de la frustration envers moi-même de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir été adéquat dans une situation. Fait que ce que ça génère euh, un petit peu de friture sur la ligne, là, que j'ai de la misère à comprendre le message, puis ben oui. je deviens un petit peu peut-être sur la défensive ou quoi que ce soit, là, mais ça m'a ultimement apporté du positif parce qu'il faut clairement ressortir ce qui est positif dans toutes ces rencontres-là, parce que même s'ils ne sont pas réalisés de façon optimale, on va dire, là, c'est quand même primordial d'en retirer quelque chose de positif. Merci, merci. Mhm. Alors, gardez en tête votre expérience et ayez en tête quelles sont les pratiques qui se sont faites, parce que c'est des bons exemples qu'on a là, qui fait que j'ai pas eu de plaisir. Puis à l'inverse, là, ici, j'ai marqué lever la main, là, mais ayez plus qu'on est très nombreux, je vais dire plutôt, tu sais, ayez en tête une expérience positive. Tout à l'heure, c'est l'expérience négative. Puis c'est quoi les expériences positives que vous avez reçues? J'entends là, que tu as eu que ça a bien été, là, Stéphane, pour certains, puis que ça a généré, bon, de la joie, du bonheur, au moins de la motivation ou au moins un sentiment positif quand vous avez reçu votre feedback. Alors, à la lumière de ces souvenirs qui sont personnels à vous, selon vos expériences, qu'est-ce qu'il faut éviter puis qu'est-ce qu'il faudrait favoriser dans vos pratiques de gestion? Alors, je vous donne quelques exemples. Moi, quand j'ai posé la question en coaching, c'est exactement ce que tu as nommé tout à l'heure. La première personne qui a été nommée, là, je ne me rappelle plus de son prénom, je m'en excuse, mais il y a des personnes qui m'ont dit, écoute, Hélène, c'était pas clair. Je voyais que la personne était justement mal à l'aise. Puis là, elle parlait, puis elle patinait. Puis là, c'était pas clair où est-ce qu'elle voulait s'en aller. Ça m'a généré de l'inconfort parce qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté. Elle me dit, une autre chose que je recevais des fois, c'est que, ben, elle me nommait quelque chose d'une situation que moi, j'avais vécue personnellement, puis il manquait de l'information, puis elle avait fait un jugement très, très sévère en fonction de moi-même. J'ai même pas eu l'espace pour pouvoir donner ma version des faits.
par rapport à cet événement-là, que je recevais un feedback pour m'améliorer alors que j'avais jamais été consultée avant pour savoir ma perception de la chose. Ou encore, j'ai été consultée, puis quand j'entends le feedback de mon gestionnaire, je vois qu'il manque l'information, là, sa situation, là. Il y a un écart entre ce que je vois de la situation puis dans ce que mon gestionnaire voit. Également, j'essaie de parler, un manque d'écoute. Je me suis même fait dire, ben là, c'est ça, tu essaies de te justifier. Alors, il y a beaucoup de choses, des fois, que vous avez peut-être vécu qui a généré de la déception, de la frustration, de l'incompréhension. Donc, c'est sûr que ces choses-là que vous pouvez voir, que vous avez vécu, ça n'est pas à reproduire. Puis l'inverse, évidemment, ben, on va se le dire rapidement. Là, c'est s'assurer d'avoir de la bonne information, évidemment, pour adresser une critique, là, d'aller faire le tour pour avoir l'information, que ça fasse du sens à la personne qui est rencontrée. Avoir du tact quand on donne nos propos. Et puis, euh, attention au jugement, au sévère et tout ça, et de faire voir que nous avons raison puis qu'on est campé dans une perception. Puis évidemment, là, favoriser l'écoute. Mais si j'en reviens à mon employé qui est assis devant moi, qu'est-ce qui se passe quand il reçoit une critique? Alors, en gros, là, je dirais, il y a 4 grandes étapes. D'abord, vous allez peut-être lui dire, il y a l'anticipation. Alors, si, mettons, on est une semaine de travail, puis vous rentrez travailler le mardi, puis vous dites à votre employé, écoute, demain, on se rencontre, il faut que je te parle de quelque chose. Entre le moment que vous lui dites ça, puis le moment que vous le rencontrez, ça se peut qu'il se pose des questions, puis que là, il commence à se demander, mais pourquoi mon gestionnaire veut me rencontrer? Alors, c'est sûr que pour certains, ça peut générer une charge émotive. Quelqu'un qui est très anxieux de manière naturelle, ça va être une charge émotive plus, là, déjà, là, juste dans l'anticipation. Alors, il se peut même que vous lui dites, parce que moi, ce que je propose dorénavant là, dans la préparation, avant même de le dire à la personne, je veux le rencontrer, j'ai ma préparation à moi comme gestionnaire, mais si possible, là, si vous avez rencontré un employé, puis que c'est une rencontre formelle, mais peut-être la viser 24 heures à l'avance là, de votre intention de rencontrer la personne. Aujourd'hui, c'est peut-être préférable pour que la personne, tu sais, elle n'ait pas trop de temps pour anticiper. En tout cas, évitez de le dire le vendredi avant de partir la fin de semaine puis le rencontrer le lundi parce que peut-être qu'il va passer une fin de semaine à se questionner. Alors, la première chose quand tu reçois une critique, c'est l'anticipation. Puis là, tu es assis devant puis là, tu rentres dans le bureau de ton gestionnaire, puis là, tu attends, là. Tu es assis, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il veut, tu n'anticipes pas encore. Fait que là, il y a une charge émotive parce qu'on est devant l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre nécessairement. Et là, le gestionnaire parle, commence à dire le pourquoi qu'il nous rencontre. Pendant qu'il parle, nous, on entend ça, et il y a 3 options en fonction de ce que l'employé entend de vous. Soit il y a du fun, c'est-à-dire soit c'est correct, il y a du plaisir, ou en tout cas, du moins, c'est pas, ça fait comme, oh, OK, c'était juste ça. Alors, il y a la charge émotive est positive plutôt que négative. Soit ce qu'il entend, il se pose des questions, puis il se dit, voyons, c'est quoi j'entends là, je suis pas d'accord avec ça. Alors, ça lui cause du déplaisir, ou soit que ça le dérange pas du tout. C'est le signal radio neutre, là. Il entend ce que vous dites, puis c'est non seulement ça y fait pas de plaisir, pas de déplaisir, il n'y a rien. Alors, dans les options, quand je dis que ça donne du plaisir, c'est peut-être un soulagement que ça peut apporter. Parce que s'il y avait une anticipation, puis qu'il se demandait pourquoi vous voulez le rencontrer, puis ça lui causait, mettons, une préoccupation, puis là, ce qu'il entend, ça fait « Oh mon Dieu, c'est juste ça qu'il voulait me dire. » Il y a un soulagement. Alors, c'est sûr que si la personne est dans cette charge émotive-là, il va y avoir une facilitation à aller vers le changement souhaité. Là où est-ce que c'est plus difficile, pour la personne qui reçoit le feedback, c'est qu'au moment qu'il entend ce que vous dites, ben là, il n'y a pas de fun. Donc là, il y a peut-être un besoin de compréhension ici. Alors, il entend et après ça, il traite l'information. Puis quand il traite l'information, soit qu'il y a du plaisir, soit qu'il n'y a pas de plaisir, et la neutralité. Et là, on va aller dans le traitement, ici, on va aller un petit peu plus en profondeur. Alors, dans le traitement de la critique, si jamais ce qu'il entend, ça le laisse dans la neutralité. Vous avez l'impression que votre employé, ça ne le dérange pas du tout. C'est comme si c'était bien correct.
faites attention, allez vérifier s'il y a de l'indifférence derrière ça. Parce que s'il y a de l'indifférence, puis si vous lui dites, ben, je voudrais que tu changes tel comportement, je m'attends à telle chose, s'il y a de l'indifférence, ben, il ne fera pas plus, là. N'oubliez pas, nous, vous vous êtes préparés à cette rencontre-là. Vous allez prendre du temps pour le rencontrer. C'est important qu'après la rencontre, il y ait un résultat souhaité. Alors, s'il y a de l'indifférence, ça ne change pas. Vous allez avoir fait tout ce travail-là au préalable pour finalement ne pas avoir de résultat. Alors, moi, ce que je propose, si vous percevez que la personne est dans la neutralité ou qu'il y a un manque de motivation, pas parce qu'il y a un désintérêt ou c'est simplement, par exemple, c'est au point des intérêts, en fait, ou encore un manque de motivation, essayez de trouver le levier motivationnel qui pourrait permettre à la personne de se mettre en mouvement. Tu sais, par exemple, vous diriez à un employé, écoute, j'aimerais ça que tu améliores ta collaboration avec les gens de ton équipe. J'aimerais ça que tu sois plus dans le travail d'équipe. Bon, il faudrait y aller d'une façon plus spécifique. Là, je prends ça général pour le bien de la conférence. Alors, si vous voyez que, bon, travail d'équipe, pour moi, tu sais, OK, je t'entends, là, mais ça fait plus ou moins de sens pour moi. Essayez de lui demander, mais qu'est-ce qui te motiverait pour que tu puisses mettre ça de l'avant? Puis si vous connaissez votre individu, peut-être que vous savez déjà d'emblée que lui, c'est quelqu'un qui a besoin, par exemple, de faire du social, qui a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance au groupe, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'une bonne estime de soi. Voyez-vous, ça, c'est des 5 besoins évidemment fondamentaux là, de la pyramide de Maslow. Essayez de voir derrière lui, derrière ça, quelle serait la motivation intrinsèque de l'individu pour lui permettre d'aller vers. Si, par exemple, vous dites, ben écoute, ça pourrait être, tu pourrais lui donner, vous pensez que ça pourrait être l'estime de soi, il aurait besoin d'être reconnu là-dedans, vous pourriez lui donner un rôle informel au niveau du travail d'équipe qui pourrait lui permettre de se sentir reconnu à faire du travail d'équipe. Pas juste le travail d'équipe comme tel, mais un rôle très précis, par exemple. Ça pourrait être également besoin de réalisation de soi pour lui, on pourrait lui demander qu'est-ce que tu aimerais réaliser à travers ça, puis qu'est-ce que ça te permettrait de savoir, mettons, d'ici à la fin de ta carrière, que tu as contribué au travail d'équipe et d'attacher la motivation du comportement à ça. Alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment 3 réponses possibles. Positif, négatif comme émotion ou neutralité. Puis, faut pas négliger la neutralité parce qu'elle est importante aussi pour pas que la personne reste dans l'indifférence puis ne change pas de comportement. Alors, il faut aller à ce moment-là essayer de rattacher ça à une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui va lui faire des avantages pour l'individu lui-même. Si vous dites une critique, pendant que vous donnez la critique, la personne a un soulagement et que ça fait « Ah, c'est ça que tu veux » ou par exemple « Ah, ben il n'y a pas de problème », bien, il n'y en a pas de problème. Vous allez donner votre critique, vous allez dire « Écoute, Hélène, j'aimerais ça que tu améliores ton travail d'équipe. » Je vais dire « Ah, c'était pour ça que tu me racontes? » Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, voyez-vous, ici, dans le traitement de la critique, je vous propose ici les 5 étapes d'un deuil, là, OK? Vous allez dire, mais non, Hélène, quand on donne une critique, l'employé ne vit pas un deuil. Bien, quand vous donnez une critique, vous demandez un changement. Vous demandez un changement à une personne. Puis le changement, évidemment, c'est pas un deuil comme on connaît, on prend souvent un terme pour des décès et tout ça, mais c'est souvent quelque chose qu'un employé faisait, qu'on lui demande de ne plus faire, ou encore qu'il ne faisait pas, pour qu'on lui demande de commencer à faire, mais ça implique de laisser tomber des choses. Ça peut être perçu comme une perte d'acquis, ça peut être perçu comme, bref, un changement, c'est que c'est une direction différente qui nécessite probablement de faire le deuil de quelque chose dans son travail. Et dans les 5 étapes du deuil, la dernière étape, c'est l'acceptation. Alors, si je reviens ici, là, regardez bien. Quand vous donnez une critique à votre employé, vous êtes en train de lui dire, lui, il reçoit. Pendant qu'il reçoit, dans 30 secondes, il traite l'information. Ça se joue ici, là, dans la rencontre. Ça ne se joue pas là. L'utilisation, c'est quand vous allez dire, je m'attends à telle chose de toi. Par exemple, j'aimerais ça que tu améliores ton travail d'équipe. On va là, quand on sait qu'ici, au niveau du traitement, la personne est prête à passer à l'acceptation. Tant qu'elle n'acceptera pas votre feedback, elle n'utilisera pas, c'est-à-dire elle ne se mettra pas en action
pour faire un changement approprié. Il faut que dans le traitement qu'elle fait de ce qu'elle reçoit de l'information de vous, il y ait une acceptation ici. Parce que si elle est dans les 4 étapes précédentes, elle ne passera pas à l'action parce que ça ne sera pas convaincant pour elle, elle ne sera pas convaincue, puis elle va être dans une charge émotive ici négative, comme vous pouvez voir. Ben, peut-être pas le déni ici, là, si on va y revenir tout à l'heure, mais la colère, la dépression, la négociation, ça, c'est pas des choses qui sont des émotions positives. L'acceptation, c'est une motivation à aller vers. Alors, déjà là, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Puis si oui, par rapport à ça, là, j'aimerais ça pouvoir y répondre dans la compréhension du traitement de la critique. Il n'y a pas de questions? Oui. Oui. Comment tu constates l'acceptation? Ben non, ton employé va te demander, mais tu vois, OK, ça c'est une bonne question. Fait que toi, quand tu regardes ton employé, bon, là, on ne rentrera pas dans le verbal, non-verbal, tout ça, il y a des lectures à faire, mais on est en mesure de voir, d'abord, premièrement, il essaie-tu de comprendre ce que tu es en train de lui dire? Y a-tu l'air à pas avoir de plaisir? Il essaie-tu de défendre son point? Y est-tu dans la justification? S'il est là-dedans, il n'est pas dans l'acceptation. Si l'employé te dit, ah, ouais, OK, ben, tu as juste à me dire, ah, OK, c'est correct, il n'y a pas de problème, je vais le faire. S'il est dans cette forme d'ouverture, tout à l'heure, Marie-Hélène parlait qu'il y avait une ouverture de l'employé. À savoir, il était ouvert à l'entendre, puis oui, je suis bien correct, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un accord qui se nomme, il y a un accord en fait, c'est ce qu'il va dire. Fait que tu vas le voir qui est précipité ou bien qui est prédisposé à changer. Là, tu vas voir qu'il est prêt à passer à l'action. Ça répond à la question? Oui. Merci. Une autre question? OK. Alors, quand je vous dis que j'observais, là, en tout début de rencontre, là, je vous dis que j'ai eu l'occasion dans un mandat d'être dans des rencontres où on adresse des critiques et que j'observais ce phénomène-là ici, là, la personne n'était pas là, l'employé n'était pas là et le gestionnaire adressait sa critique. Il disait, bon, mais par exemple, Hélène, j'ai constaté que telle chose, tu ne fais pas de telle manière, ça a tel impact. Puis je voudrais que tu travailles en équipe, ben, je voudrais que tu fasses telle chose. Il va là trop vite. Il va là trop vite, puis la personne, elle reste là, puis le gestionnaire, il parle. Donc, la personne, quand elle est dans des émotions négatives, des plaisirs ici, là, qui s'amène des émotions négatives, de l'incompréhension, de l'inconfort, elle reste là dans le processus de la réception de la critique, la critique, pardon. Alors, c'est important que le gestionnaire fasse une pause, puis ici, accompagne la personne dans le traitement avant de demander le changement qui est dans l'utilisation. Alors, je continue. Donc, s'il y a du plaisir, il n'y a pas de problème. Mais là, le défi est là. C'est quand tout le reste est présent. Bon, le déni. D'abord, premièrement, le déni, c'est quand même particulier parce que vous allez me dire, ben ça, Hélène, il y en a qui pensent qu'ils ont les compétences, mais dans le fond, ils ne l'ont pas. Moi, c'est vrai. Puis, il y en a que ça arrive. Puis, des fois, je vais leur dire des choses, puis ils restent quand même dans le déni. Oui, ça arrive. Puis, à un moment donné, ça peut arriver que cette personne-là, à force de se faire dire la même chose par des personnes différentes, qu'elle se dit, mais coudonc, là, c'est pas juste mon gestionnaire qui me le dit, là, je sais pas, mais c'est mes anciens gestionnaires qui me le disaient aussi, c'est mes collègues de travail. Et là, il va être prêt à passer à une autre étape, c'est-à-dire la réception de la critique dans le sens, ben là, je pense que je vais entendre ce qu'il me dit, là. Donc, si jamais vous avez l'impression que la personne fait du déni, c'est-à-dire que vous lui dites, puis vous sentez que ça glisse comme sur le dos d'un canard, parce qu'elle se dit, ben non, moi, je suis pas de même. Mais moi, tu penses ça, là, mais moi, j'ai pas ça à changer. Ben, peut-être que là, il y aura un suivi à faire avec cet individu-là pour lui faire voir que c'est pas la première fois que vous le rencontrez pour ça, puis qu'il y a vraiment un changement à faire. Puis là, peut-être que ça ira plus vers un processus à ce moment-là de mesures disciplinaires. Mais là, on n'est pas là dans la conférence, là. Et pour dire que le déni, il faut le traiter aussi. Là où est-ce que je veux vous amener, c'est quand vous dites quelque chose à vos employés et que là, à un moment donné, la personne, soit qu'elle est dans la colère, dans le sens, elle a pas ben oui, il y en a qui peuvent se fâcher, là, j'ai déjà vu ça aussi, mais tu sais, dans le fond, ben voyons donc, t'es pas sérieux, là. T'es pas en train de me dire ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, là. Puis là, on sent qu'il y a une.
ben, il y a une forme d'irritation, de frustration, de colère. Il y a, oh mon Dieu, c'est pas vrai, je suis tellement découragée, là. Ah, puis là, c'est à pleurer. Tu sais, bon, on parle ici de dépression, là, mais c'est dans le terme de plus des émotions de tristesse que des émotions de colère, mais ça demeure quand même pour l'individu qui reçoit des émotions négatives. Ou encore, tu sais, il vous écoute puis il vous dit, ouais, mais tu sais, je suis pas trop sûre, parce que là, puis là, on tombe dans l'argumentation. Alors, si vous faites face à ces trois styles de comportement-là, c'est sûr que là, vous ne demandez pas tout de suite le changement, là, il y a quelque chose à faire autour de ça pour pouvoir amener la personne vers l'acceptation de la critique. Alors, mais pourquoi ici, là, que ça peut... Je voudrais aller juste un petit cran plus loin. Donc, derrière la personne qui reçoit, il y a ces étapes-là. Puis pourquoi elle peut être dans la colère, la négociation ou genre des émotions de tristesse? Alors ici, je vous amène un autre, peut-être que les gens, certains d'entre vous connaissez cet outil-là, avec lequel je travaille énormément d'ailleurs dans mes interventions, parce que ça fait plein de sens pour beaucoup de gens. La fenêtre de Johari. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous pouvez faire des recherches sur Internet, là, vous cherchez tout simplement la fenêtre de Johari, puis ça va vous donner ces 4 R-là. Et pourquoi des fois les émotions sont négatives quand la personne reçoit, c'est qu'on va jouer dans son air aveugle. Alors là, je vous explique je vous explique sommairement les 4 R qui sont des airs de l'information qui me concerne. On a tous, disons, une fenêtre de Johari, personnellement. Et là, je vais juste vous donner des exemples concrets pour que vous connaissiez bien la différence entre les airs. Donc, il y a l'air ouvert. Moi, j'ai un air ouvert. Mon air ouvert, c'est l'information qui me concerne, qui est connue de moi, puis que les autres voient de moi. Je vous donne un exemple concret. En fin de semaine, par exemple, je suis allée chez mon fils passer la fin de semaine avec lui à Montréal. J'arrive dans mon milieu de travail et j'en parle à mes collègues. Alors, puisque j'en parle à mes collègues, les gens, ils sont au courant, donc c'est connu de l'autre. Puis c'est connu de moi parce que je sais que je suis allée à Montréal quand même avec, je sais ce que j'ai fait, mais je communique aux autres. Donc, nous avons tous, comme être humain, une aire ouverte, c'est-à-dire l'aire public, l'information qu'on communique aux autres. Nous avons tous aussi de l'information qui nous concerne, qu'on ne dit pas aux autres, qui s'était connue de l'autre. Et c'est notre ère évitée et secrète. Alors ça, ici, on ne traitera pas de ça dans la formation. De toute manière, c'est plus au niveau personnel que c'est approprié que professionnel. Mais nous avons tous, par exemple, des informations. Bon, par exemple, en fin de semaine, je suis allée voir mon fils, puis mettons que je me suis chicanée avec lui, bien, ça ne me tente pas, moi, de le dire à mes collègues, fait que j'en parle pas. Donc, c'est connu de moi, mais c'est inconnu de l'autre. Donc, nous avons tous des aires évitées et secrètes. On a également tous des aires aveugles. Alors ça, moi, ça m'a toujours, quand j'ai découvert tout cela, je dis, ben voyons donc, voir si là, les autres voient de moi de l'information qui est inconnue de moi et qui me concerne. Voyons donc, c'est quelqu'un qui se connaît, c'est bien moi. Et je vous donne l'exemple suivant. Que je reprends tout le temps le même exemple. Alors, pour ceux qui l'ont entendu, ne soyez pas surpris, parce que ça parle tellement fort. Alors, admettons qu'on a déjeuné ensemble ce matin, et puis que moi, j'ai pris comme déjeuner, je ne dis pas moi, je vais dire ça, on prend rarement ça comme déjeuner, mais mettons une sandwich au jambon avec de la moutarde dedans, je prends une croquée dans ma sandwich au jambon, tache de moutarde qui tombe sur mon chandail. Je la vois pas. Je m'en ai pas rendu compte. Puis là, je continue de manger, je m'installe devant vous, devant la caméra, et je commence ma conférence, puis j'ai une grosse tache de moutarde ici, là. Donc, moi, je ne l'ai pas vue, ça me concerne, mais vous la voyez, là. Alors, c'est quoi ça fait, là, quand vous voyez la tache de moutarde jaune, là, sur mon gilet? Il y en a qui vont dire, Hélène, je vois juste ça, puis ça m'énerve vraiment, là. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, là, que tu ne l'aies pas. Mais moi, je ne le sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que je sois consciente que je suis tachée? Il faut que quelqu'un me le dise. Alors, le concept de la fenêtre de Johari, là, je donne un exemple bien simple, c'est que ça peut arriver qu'il y a des choses que les autres perçoivent de moi qui font partie de ce que je projette comme image, mais que moi, je n'ai pas accès à cette information-là, même si ça me concerne, parce que je suis pas dans la tête de quelqu'un d'autre, puis j'ai pas une petite caméra au-dessus de moi qui me filme toute la journée
pour au final regarder à la fin de la journée quelle image je dégage, moi, dans mon milieu professionnel. Quand je parle de cette manière-là, quand je fais telle chose, à quoi les autres ont accès que moi, je ne vois pas. Alors, nous avons tous un air aveugle, c'est l'image qu'on projette. Puis que les autres voient de moi, puis que je ne vois peut-être pas de moi. Alors, juste une petite parenthèse. Pour tous les gestionnaires, c'est donc intéressant d'exploiter ça pour soi-même. Quand vous recevez un feedback de quelqu'un, là, je fais une petite parenthèse je sors ça c'est pour vous, qui vous amène une information qui parle de vous, que ce soit de vos gestionnaires ou vos collègues, puis que vous voyez en train de dire, ben voyons donc, c'est quoi qu'il dit là, lui? Puis il va être surpris par rapport à ce qu'il dit. Peut-être que ça fait partie de votre air aveugle. Puis c'est fort intéressant parce que peut-être vous pouvez constater, ben, en fait, généralement, la première chose qu'on fait tous, c'est le déni. Ben voyons donc. Et là, on discarte cette information-là, puis on continue à faire comme si de rien n'était, puis on continue à faire comme on était. Et c'est ce que l'employé fait aussi. Mais à un moment donné, vous faites dire par plusieurs personnes la même chose, puis là, vous dites peut-être que je devrais le considérer. Fait que quelqu'un vient me voir et dit, Hélène, tu as une tache de moutarde là, sur toi, là. Puis il faudrait peut-être que je commence à le regarder et dire, ouais, mais je fais quoi avec ça? Donc, l'air aveugle, quand c'est touché, ça peut surprendre. Fait que quand vous rencontrez votre employé et que vous lui disiez, et que vous lui dites, pardon, une information qui le concerne, à laquelle lui, peut-être qu'il s'en rend pas compte, qu'il projette cette image-là, ou encore, il n'est pas conscient de l'impact qu'il a quand il fait ça, même s'il a une bonne intention, ça peut surprendre. Puis quand ça surprend, c'est là que ça peut amener de la colère, de la dépression, de la négociation. C'est-à-dire, ben voyons donc, c'est quoi tu me dis là? Parce que vous touchez l'air aveugle. Fait que le concept de la fenêtre de Johari dans la réception de la critique est fort important. Parce que quand vous donnez le feedback à la personne, puis que vous constatez que la personne a une réaction négative, ça se peut que vous touchez son air aveugle. Et dans ce cas-là, c'est important de prendre le temps de traiter la critique parce que là, c'est une nouvelle information qui était inconnue pour lui. C'est pas du tac au tac, là. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il va faire ah, ben oui, c'est vrai. Bon. Alors là, je reprends mon histoire avec ma tâche de moutarde. C'est pas grave, là. Vous comprenez que la gravité, ça dépend toujours de l'intensité de la gravité de ce qu'on adresse à notre employé. Dans l'exemple de ma tâche de moutarde, il n'y a pas grand enjeu. Là. Je regarde ma tâche, je le regarde. Vous avez bien raison, je vais aller me nettoyer. Fait que l'idée, c'est que vous me le dites, que je puisse après ça faire un changement concret, aller me nettoyer pour revenir, puis que la tâche n'est plus là. Mais des fois, on adresse des critiques à nos employés qui pour eux, c'est des plus gros défis parce que c'est plus intense, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Donc, la charge émotive, quand ils ont une surprise, quand ils ont une frustration, de la colère, il faut qu'elle soit gérée avant de pouvoir passer à l'action. Bon. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'aurais une question. Là, Oui. l'adresse, c'est la mauvaise, là, David Perron. Dans le fond, on est ici, nous, on fait partie du groupe industriel Ami. Moi, c'est David Perron, puis David Guérin qui est avec moi. On est chef de service sous la Oui. présidence de M. Martin Lépine. Oui. Ce que je retiens beaucoup là, depuis le début, dans le fond, c'est la phase préparation est très importante. Oui. Absolument. Parce Mais je que, n'ai pas tu sais, fini, là. ouais, Oui, continue. parce que dans tout ça, je veux dire, il faut être prêt à répondre, à réagir en fonction Mm. des réactions de l'autre, de la manière s'il va critiquer, s'il est dans le Oui, déni. oui, oui, oui. C'est super important, effectivement. Fait que, regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois possibilités. Il est dans la neutralité. Au moins, il n'y a pas d'émotion négative. OK, c'est déjà un plus. Mais en même temps, le moins, c'est que, ben, il faut que c'est un mouvement pareil. Fait qu'il faut que je trouve une motivation. Fait que là, ben, je vais essayer de rattacher ça avec une motivation selon les besoins humains de la pyramide de Maslow. Qu'est-ce qui le motiverait le plus là-dedans, lui? Deuxième possibilité. Mon Dieu, c'est pas si pire que ça. Paf, ça, c'est la meilleure des solutions. Ça, c'est la meilleure des, des postures parce qu'il va se mettre à l'action. Mais la troisième où ça va, c'est là. Puis effectivement, comme vous nommez, il faut se préparer à accueillir cette charge émotive-là. Parce que quand la personne est dans une charge émotive devant soi, c'est pas le temps de parler concrètement de quelque chose de rationnel. Parce que là, lui, il est dans l'irrationnel. Il faut traiter
Ben, tu sais, là, en passant, là, je vous amène ça. Là, il y en a qui vont me dire, ben là, Hélène, on n'est pas des psychologues. Non, vous n'êtes pas des psychologues. Fait que commencez pas à essayer de gérer quelque chose en avant de vous qui n'a plus de fin, là. Au pire aller, là, ça, admettons, ça fait quelqu'un se met à pleurer. Ben là, vous dites, bon, ben, est-ce que je constate que ce que je viens de faire t'a fait de la peine? Oui, ça me fait de la peine. OK. Écoute, qu'est-ce que tu en penses si on reprend ça demain? Passez pas une demi-heure à essayer de le consoler, là. C'est pas ça, traiter la critique, là. Il faut pas non plus tomber dans quelque chose là, qui nous appartient pas, là. Mais c'est plutôt de constater l'émotion là, qui est en action devant nous, de l'accueillir et de faire du reflet par rapport à ça. Puis si la personne n'est pas prête à continuer la rencontre parce que sa charge émotive est trop élevée, vous reportez la rencontre au lendemain. Là, ici, je vois que Sandra t'a levé la main, mais si jamais il y a d'autres mondes qui lèvent la main, je vais vous dire qu'il faut que quelqu'un me le dise parce que je ne vois pas toutes les mains levées. Sandra, Ça, très intéressant. Du côté du critiquer et du critiqueur aussi. Mm. Parce que c'est le genre, l'air aveugle, c'est ce qui peut nous arriver quand on pense que tout va bien, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que ben, il y a des enjeux au niveau de l'équipe que tu n'avais pas vus. Ma question est la suivante. Comment être plus conscient comme gestionnaire de cet air aveugle qui va aussi impacter sur la façon dont on va communiquer avec notre équipe, la façon dont on va donner une critique constructive aussi. Alors, si on n'est pas conscient de soi, puis on ne peut pas être conscient de tout, là, on est des humains, mais comment être le plus conscient possible pour être des meilleurs, mon Dieu, je dirais critiqueurs, mais ce n'est pas le mot, là. oui, je comprends. Mm. En fait, à cette réponse-là, j'aurais envie de dire, écoute, là, tu m'amènes dans un concept dans ma tête de l'escalier d'apprentissage. Donc, comme gestionnaire, si je veux me développer, à, disons, avoir une conscience plus grande de cette ère aveugle-là, donc de tout ce qu'on vient de dire, bien, la première étape, d'abord, c'est de le savoir. Fait que là, on le sait ce matin, là. Il y a déjà ça, là. Puis après ça va être, Sandra, dans l'escalier d'apprentissage, là, c'est que à un moment donné, tu vas tomber dans l'action, puis là, tu vas te rendre compte que tu as oublié le concept de l'air aveugle. Puis là, tu vas constater ce qu'on vient de se dire. Tu vas adresser quelque chose à quelqu'un ou à ton équipe, puis là, tu vas voir les surprises que ça va occasionner. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Fait que dans l'apprentissage, tu vas faire des expériences dans lesquelles tu vas l'oublier. Puis c'est correct, ça fait partie de l'escalier d'apprentissage, mais ça va te dire, bon, la prochaine fois, je n'oublierai pas. Puis à un moment donné, dans l'expérience, tu vas dire, OK, ça va venir que ça s'acquérit avec la répétition, avec un rappel constant pour que ça devienne une pratique intégrée un jour où est-ce que tu vas toujours le faire de manière automatique. Mais chose certaine, au niveau de l'aspect humain, moi, j'ai envie de vous dire ce matin, prenez donc pour acquis que ça se peut que vous touchez là tout le temps. Peut-être pas, mais comme ça se peut qu'on touche là tout le temps, puis qu'il y a question de perception un de l'autre, ben, c'est de s'attendre à voir, à nommer quelque chose, puis de voir la réponse de l'autre, le feedback que l'autre me donne. Quand je nomme quelque chose, qu'est-ce que je vois que ça a comme effet, moi? De commencer à vraiment, tranquillement, pas vite, d'entrer cette pensée-là pour toujours être, pour qu'un jour, ça devienne quelque chose de présent, même dans vos relations personnelles. Fait que, tu sais, vous pouvez même commencer dans des enjeux qui sont moins à risque. Si vous commencez à faire l'exercice dans votre vie personnelle, puis après ça, vous transposez ce que vous développez dans votre vie professionnelle, bien là, c'est juste un changement de contexte, puis vous allez voir l'évolution. Ça te donne-tu une petite idée, Sandra? Là, c'est vraiment, on tombe vraiment dans l'escalier de l'apprentissage, c'est-à-dire prendre conscience qu'il faut que j'améliore ça, parce que ça prend la connaissance. Puis là, maintenant, c'est vraiment des efforts soutenus qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, à force de le faire, je vais voir, ah ben oui, Gadon, on va avoir des succès autour de ça, puis ça va me donner le goût d'une manière inconsciente, si je peux dire, là, de répéter le comportement, là, donc d'être attentif à l'air aveugle des personnes. Merci, Hélène. De là, l'importance de poursuivre toujours des formations tout au long de Faire un petit rappel. parce que Puis je vais vous amener. de compétences puis Oui, d'informations, on l'a
c'est pas toujours accessible nécessairement, notamment pour les organisations qui n'ont personne au RH et que c'est quelqu'un comme Ouais, le directeur général qui fait tout, là. Je ouais, pense que absolument. Marie-Hélène, tu sais, moi dans mon cas aussi, euh, on fait autant du marketing, du financement que des RH. Absolument, absolument. Puis on peut se dire que vous êtes occupé, là, puis là, comment je dirais, ça va vite aussi, hein? Puis ben souvent, c'est ça, s'il n'y a pas de préparation avant une rencontre, en fait, c'est ça qu'il faut prendre conscience aussi. C'est que si je ne prends pas le temps comme gestionnaire, là, d'abord, premièrement, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, première des choses. Fait que le monde qui sont dans notre organisation, on va faire attention d'en prendre soin pour les maintenir à l'emploi parce que si on commence à avoir un effet négatif sur nos employés parce qu'on adresse des choses d'une manière inadéquate, puis ça crée la démotivation de nos ressources, puis s'en vont, on ne veut pas ça, là, parce qu'on a de la misère avec le recrutement, c'est partout comme ça. Fait que ça, c'est une bonne pratique de se préparer convenablement à une rencontre comme ça pour éviter, en tout cas, mettre tout dans notre côté pour avoir des rencontres qui sont motivantes, qui sont constructives. Puis après ça, on pourra se dire, ben, même si l'employé part, moi, je sais que j'ai fait une bonne job comme gestionnaire. Puis que, tu sais, j'ai pris la meilleure des approches, puis j'ai fait ce qu'il fallait pour la rétention de mon personnel. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte un petit peu plus de l'aspect humain, malgré le fait que tout va vite, puis que à cause de ce phénomène-là là, de pénurie de main-d'œuvre, d'où l'importance de maintenir l'employé au travail dans notre organisation avec des pratiques de gestion mobilisantes. Puis, quand on en revient, des fois, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. J'ai été dans les organisations où est-ce qu'à cause de ce contexte-là, il y avait des employés qui auraient fallu qu'ils se fassent adresser des choses. Puis le gestionnaire, il ne faisait pas parce qu'il avait peur que ça démotive puis qu'il parte. Puis entre les deux, il aimait mieux pas y adresser que y adresser. Parce qu'au moins, il disait, même s'il reproduit le comportement inadéquat, au moins, il est là. Ouais, mais attends un peu, là. Mais à long terme, c'est quoi l'impact de ce comportement négatif-là pour lui, pour l'équipe, pour le client, pour les citoyens, pour, bon, dépendamment dans quel contexte on est. Puis, à long terme, c'est-tu gagnant de le maintenir à l'emploi aujourd'hui? Parce que, puis en plus, quel message je lance comme gestionnaire, moi, quand je ne gère pas un comportement inadéquat, parce que toute l'équipe voit que je ne le prends pas en charge. Et là, c'est ma crédibilité. Fait que c'est quand même assez complexe, mais il faut le faire, mais d'une bonne manière. Donc, pour reprendre les propos de monsieur tout à l'heure, effectivement, la préparation, on y va pas comme ça, là. On ne se dit pas demain matin, bon, il faut rencontrer telle personne pour que je change telle chose, là. Il faut vraiment avoir une préparation adéquate, moi d'abord, puis après ça, en fonction du contexte. Et là, je vous invite à, juste pour vous montrer, là, on va aller juste un dernier petit point plus loin. Je pense que j'ai pas le temps. Fait que donc, j'aurais voulu aller un petit peu plus loin pour l'air aveugle, mais je pense que c'est bien saisi. Alors, je vais poursuivre. Ici, c'est la suite de la fenêtre de Joary. Alors, juste pour dire que le déni, c'est tout à fait normal parce que c'est un feedback qui est évité. Mais en même temps, comme gestionnaire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, plus vous allez prendre le feedback des gens qui vous entourent, que vous savez que les gens ne vous adressent pas des feedbacks pour vous faire du tort, mais bien pour des fins d'amélioration. Ça ne veut pas dire de l'accepter d'emblée, mais au moins l'entendre puis l'écouter pour éviter de faire du déni. Donnez-vous la chance d'évaluer. Parce qu'on dit que les gestionnaires qui se développent euh, dans leur profession ont beaucoup d'humilité, c'est-à-dire entendent le feedback qu'ils reçoivent, traitent la critique pour voir si ça fait sens pour eux et font eux aussi des changements qu'ils jugent finalement adéquats par rapport à la critique qu'ils reçoivent. Mais ils s'ouvrent du moins à entendre ce que les autres pensent des autres. Puis ce n'est plus perçu comme une menace, mais bien comme des fins d'amélioration. Bon, maintenant, on voudrait que ce soit comme ça pour nos employés, mais ce n'est pas tout le monde qui est là. Il y en a des employés qu'on a qui sont prêts à entendre des feedbacks à des fins d'amélioration, qui sont prédisposés à l'ouverture des commentaires pour s'améliorer. Ça, c'est super. Mais pour ceux qui perçoivent un feedback comme une menace, ou encore que quand on lui donne, on va atteindre la raveur et ça occasionne une surprise, bien à ce moment-là, il faut avoir des bonnes pratiques pour que l'employé quand même se mettre en mouvement. Alors, zone d'effort et d'inconfort. Tout ça pour dire que recevoir une critique, c'est pas toujours confortable et que pour une critique qui touche l'air aveugle ou encore même l'air connu,
mais qui n'est pas le fun à recevoir quand même, parce que là, quelque chose qui est nommé ne peut plus être ignoré. Fait que donc, si vous rencontrez quelqu'un pour lui dire d'améliorer telle chose par la suite, s'il savait, parce que des fois, il y en a qui savent qu'il faut qu'ils changent quelque chose, mais ils ne font pas pareil. Mais quand le gestionnaire le nomme, là, ils ne pourront pas présumer qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils changent telle chose. Fait que donc, l'important de nommer aussi pour mettre en lumière quelque chose qui doit changer. Mais pour la personne qui reçoit, ça peut occasionner une zone d'effort ou d'inconfort, c'est-à-dire ça peut le sortir de sa zone de confort. Donc, quelles sont les conditions préalables pour avoir l'impact souhaité? Et comment faire pour rendre cela confortable et acceptable pour votre employé afin qu'il utilise votre feedback et qu'il change de comportement? Alors là, on est rendu ici, prédisposition du gestionnaire. Donc, vous rencontrez, ici, c'est les 4 étapes là, de l'intelligence émotionnelle de Goleman adaptée. Là. En fait, pas les 4 étapes, c'est plutôt les 4 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Mais je les ai adaptées, là, et c'est plutôt conscience de soi, conscience de l'autre, gestion de soi, gestion des autres. J'ai adapté les termes ici. Donc, la conférence de ce matin, elle est positionnée pour vous ici dans la conscience de vous et la gestion de vous avant d'aller faire la rencontre pour avoir l'impact souhaité. Souvent, les personnes vont prendre la formation et vont dire, Hélène, je reviens à ce que j'ai dit précédemment au début de ma conférence. Ils vont dire, Hélène, donne-moi les trucs pour que ça marche avec mon employé. Alors, je vais dire à mon gestionnaire quoi faire et comment faire, comme j'ai eu dans mes expériences de coaching. On arrivait en rencontre, pendant que ça se passait, il ne le faisait pas, ou bien non, il ne le faisait pas d'une manière appropriée, puis dans le comment, il tombait dans ses anciennes chaussures. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la prédisposition pour pouvoir faire le feedback, pour être sûr qu'il reste orienté, puis qu'il ait la confiance en soi, puis l'assurance de le faire. Puis un peu comme on a nommé la première dame ce matin, ben c'est clair, puis c'est pas ambigu ce qu'il nomme, parce qu'il y a un confort pour le nommer, parce qu'il sait à quelque part que s'il informe son employé sur une chose qui concerne son air aveugle, à court, moyen et long terme, ça va lui donner une chance de changer quelque chose qu'il ne savait pas avant. Donc, c'est pas, c'est positif pour l'employé. Sur le coup, quand il le reçoit, c'est peut-être pas le fun, mais à long terme, c'est positif. Il m'est arrivé plusieurs circonstances d'arriver dans des équipes de travail où est-ce que des fois, même le gestionnaire et les équipes, ils regardaient, mettons, un individu, je reprends mon prénom encore, Hélène. Tout le monde pense qu'Hélène, dans le fond, n'est pas correcte ou n'est pas compétente dans tel aspect de son travail. Il n'y a personne qui dit. Pensez-vous que. Puis elle continue, comme personne n'est dit, elle ne sait pas, c'est son air aveugle. Elle continue de faire ce qu'elle ne fait pas correct, personne n'est dit. Non, mais on peut-tu y rendre service? On peut-tu quelqu'un qui peut-tu y dire d'une manière adéquate qu'elle puisse se redresser, puis après ça, faire sens pour elle, ça va lui rendre service. Fait que c'est aussi ma prédisposition comme gestionnaire, c'est d'aller voir les croyances limitantes que j'ai, qui m'indisposent à donner une critique d'une manière avec assurance et confiance. Alors ici, j'ai une petite question à vous poser. Là, je vais sortir dans mon PowerPoint. Je vais vous partager un lien dans un sondage. Bon, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait. J'avais accès à mon sondage. OK, là. Non, c'est le PowerPoint que je vous partage, là, ou non, c'est le PowerPoint. On l'a testé tout à l'heure. Je vais aller ici, je recommence, ça ne sera pas très long. Tu as besoin, Hélène, tu sais qu'on est là pour t'aider. Oui. OK, je l'ai. Je n'étais pas sur la bonne page. Alors, vous avez ici, vous avez juste à prendre votre cellulaire, là, puis à faire, aller dans le code, ou aller sur woclap.com, puis entrer le code de l'événement. Je vous donne maximum 1 minute. OK, je vois les gens qui rentrent là. On est rendu à 31 personnes, 39 personnes, 40. Et là, c'est normal, là, ça dit que vous n'avez pas accès à la question tout de suite. Là. 60.
On est combien de personnes, Marlène? 77 en ligne. OK. Donc, 63. J'attends encore 30 secondes. 66. OK. Alors, on y va. Vous avez la question suivante que vous pouvez rentrer. Soyez sans crainte, on ne verra pas qui répond quoi. Alors, quelles sont les craintes qui vous habitent avant de rencontrer un employé pour lui donner une critique? Marquez, disons, un mot, par exemple, peur de le démotiver, peur de ci, peur de ça. Vous pouvez écrire vos craintes sans problème. On va pouvoir les voir. Sa réaction, démobilisation, euh, attitude, c'est intéressant. Frustration, peur de blesser, les répercussions sur les autres. Dérive de la discussion, hein, je comprends. OK. Vous pouvez encore continuer là, si vous ne voyez pas. Donc, empirer la situation. Blesser, peur de la frustration, peur qu'il démissionne. Oh mon Dieu, peur qu'il quitte son emploi, peur qu'il forme des clans. Toutes vos craintes sont tellement légitimes. Peur de perdre l'employé, sa réaction, sa démotivation, peur de blesser. Quoi d'autre que je vois? Peur de briser la confiance. Voyez-vous, même vous, vous avez des appréhensions également, hein, à donner une critique. Peur qu'il prenne mal ma critique. Peur de sa réaction. OK. Alors, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon PowerPoint, puis on va revenir avec ça dans peu de temps. Alors, vous avez bien nommé là, ce que j'avais déjà précédemment mis dans les différentes choses que vous avez nommées. Peur de le démotiver était déjà là, peur de perdre le contrôle sur mes émotions, peur de je me sens pas à l'aise de donner une critique à cet employé. Ça l'aidera pas mon employé à s'améliorer, il comprend pas. Je crois qu'il fait exprès, puis ça va être le travail. En tout cas, bref, il y a d'autres ici, voyez-vous, alors donc, vous arrivez avec une prédisposition. C'est important de traiter cette prédisposition-là aussi, parce que si vous ne prenez pas le temps de la traiter, vous allez arriver avec ça, vous allez arriver avec ce malaise-là dans la rencontre. Puis ce malaise-là va se traduire dans votre prestance, dans la façon que vous allez donner la critique. Fait que, par exemple, si vous avez peur de le blesser, bien, vous ne serez pas bien. Fait que là, vous allez avoir une zone d'inconfort, vous allez manquer d'assurance quand vous allez le nommer, puis ça va faire pire. Moi, j'en ai vu, là, comme je vous dis, j'étais témoin, là, tout à l'heure, là, l'ambiguïté, je l'ai vu, peur de blesser, ça fait en sorte que le gestionnaire, il vient me nommer quelque chose. Toi, c'est comment, moi, j'étais là comme observateur, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a à y reprocher? Finalement, je ne comprends pas. Moi, imagine l'employé, il ne doit rien comprendre. Fait que, tu sais, ça a une influence sur votre prestance dans votre façon d'adresser. Et donc, ici, vous avez ici les 6 niveaux logiques de Robert Dilts. Ça, On voit pas le c'est un... PowerPoint en ce moment. Ah non, c'est un petit peu grave. Merci de me le dire. Alors, sur Zoom, si je fais partager. OK, je repartage mon... Alors ici, vous avez ce qui est important de voir là, pour vous-même, là, c'est pour avoir les comportements, pour que vous, là, comme gestionnaire, vous ayez les comportements, les bonnes pratiques de gestion se situent ici au niveau comportement, avec la personne, l'environnement qui est là. Derrière vos comportements se cachent vos capacités. Derrière vos capacités, croyances et valeurs, identité, vision et sens. Alors, c'est ça, ce niveau logique de Robert Dilts avec lequel je travaille en coaching parce que ça fait partie d'une de mes formations que j'ai suivies pour accompagner les gestionnaires. Alors, quand vous venez pour donner une critique de manière constructive, les meilleures pratiques, ça se transpose dans vos comportements. Puis quand je dis que c'est important de se préparer, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça chez vous. Si vous avez des craintes, si vous dites, je suis pas capable d'y adresser d'une manière correcte, j'ai peur d'y faire du tort, j'ai peur de le perdre.
peut-être que là, il y a des capacités qu'il faut que vous allez renforcer avant de vous asseoir dans la rencontre. Peut-être qu'il y a des croyances qui sont limitantes, qui ne vous aident pas à avoir une prestance avec assurance et confiance. Peut-être que vous avez des valeurs également qui sont nuisibles dans ce contexte-là, c'est-à-dire que vous dites, ben, au niveau professionnel, dans le fond, j'ai des personnes qui font seniors, je ne devrais pas avoir besoin, qui sont professionnels, je ne devrais pas avoir besoin de leur adresser ça. Ça vient peut-être toucher certaines valeurs chez vous. Alors, les valeurs, c'est positif. Là. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas des bonnes valeurs, mais dans le contexte, contextué, dans adresser une critique, est-ce qu'elles sont aidantes pour vous? Puis si oui, comment la rendre aidante? Ça, là, on ne peut pas changer, là, elle restera présente toujours, mais comment lui donner la trousse pour qu'elle vienne vous aider et vous supporter? Alors, ce que je propose, c'est que vous avez identifié tout à l'heure, c'est quoi vos craintes. Et là, je vous demande d'aller un cran plus loin. La crainte que vous avez nommée tout à l'heure, est-ce qu'elle correspond, à quel niveau logique elle correspond? Est-ce qu'elle correspond à quelle pratique? Faites attention, là, vous pourriez avoir tendance à tomber facilement ici dans la réponse, parce que là, on va aller vers une autre question de sondage. Est-ce que c'est plus comment faire? Probablement que tout le monde se situe là. Mais allez plus loin. C'est-tu parce que je me dis que je ne suis pas capable de le faire comme il faut? C'est-tu parce que je crains sur mes habiletés relationnelles, émotionnelles ou ce que je pense de ne pas bien communiquer? Donc, y a-t-il une question de capacité? C'est quoi mon niveau d'aisance? Y a-t-il une question de croyance limitante, aidante? Par exemple, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il va partir. Donc, dans votre langage avec vous-même, vous êtes en train de vous dire, ben, je pense ou je crois que ça pourrait le faire, je crois que je vais le démotiver. Si vous vous dites, je crois, ça se peut que ça soit dans des croyances. Il y en a aussi que ça va être, hey, si je le fais puis ça ne marche pas, je ne serai pas crédible. Alors, l'image que moi, je projette ici en termes d'identité de gestionnaire, d'accord? Sandra, tu as levé la main? C'est une main qui vient d'être levée ou... En fait, comme je ne sais pas où es-tu rendu dans ton contenu, mais si on pouvait conjuguer la période de questions, parce que je vois le temps qui avance, 9h13. Oh mon Dieu, ben oui, 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 ça va vite, hein? ah oui, merci beaucoup, mon Dieu, je comprends. Alors, c'est à 9h15 qu'il faut avoir terminé, c'est ça, hein? C'est ça, 9h15? 9h15, mais la période de questions est incluse là-dedans. Donc, les gens, ils sont encore là et on est 75 encore. Mais comme les agendas sont toujours Oui, absolument. très pleins. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là, qu'on pourrait les libérer rapidement s'ils veulent jusqu'à maintenant là, terminer? Parce que de toute manière, Sandra, merci de ton intervention. C'était bien le temps que tu me rattrapes. Mais l'essentiel de toute façon de la conférence, là, c'était vraiment de dire, voyez-vous, il y a peut-être des choses au niveau de vos croyances, de vos capacités que vous avez besoin de revisiter avant de vous asseoir dans la rencontre. Puis si c'est le cas, pour ceux qui veulent quitter rapidement, je prendrai le temps pour ceux qui peuvent rester un petit 5 minutes de plus. Vous pouvez contacter la formation continue à l'UQAC parce qu'il va y avoir des ateliers pour aller forer vraiment les niveaux logiques au niveau des capacités et des croyances et de l'identité. Mais à ça, vous devez vous référer à Virginie Gilbert. Vous n'allez pas sur le site de l'UQAC parce qu'ils ne sont pas affichés. On veut faire un test avec des personnes intéressées du groupe ici, là. Alors, ce serait des nouvelles approches qu'on voudrait tester avec des gens qui font partie de la conférence de ce matin. Mais voyez-vous, là, rapidement, on a 25 qui parlent d'identité, 25 là, pour 60. Il y a 4 personnes qui ont répondu sur 69, si je comprends bien. Puis on a des gens, là, voyez-vous, c'est au niveau des capacités. Fait que tout ça pour faire voir que, voyez-vous, comment la prédisposition est importante, là, ici, là. Dans quel est le niveau logique, là, qui correspond le plus à vos craintes, là. Si vous communiquez avec Virginie, ben là, vous allez lui dire, par exemple, ben voici le niveau logique là, qui me correspond. Si le niveau logique est le comportement, alors il y a déjà une formation également là, qui peut aller plus loin pour savoir quelles sont vraiment les bonnes pratiques, comment faire dans la rencontre. Et vous pouvez ici, c'est vraiment un programme qui est actuellement. Je vais vous partager mon PowerPoint, puis après ça, je vous libère pour ceux qui le souhaitent. Il y a en ce moment un programme pour gestionnaire qui va débuter en février.
Puis ça s'appelle donc Programme pour gestionnaire développer des individus et propulser l'équipe. C'est beaucoup plus grand que donner une critique constructive, là, parce que la formation donner une critique constructive se retrouve à la 6e formation. Ici, c'est vraiment un programme complet pour développer la maturité des individus et la maturité au niveau équipe, donc collectif et équipe, fondé sur des approches crédibles là, et expérimentées, puis que ça repose sur l'intelligence émotionnelle, ça repose sur les zones de pouvoir et d'influence du gestionnaire et sur les 4 stades de développement d'équipe de Topman et sur le leadership situationnel d'Orsier Blanchard. Fait que j'ai fait un grand tour là, sur les pratiques de gestion dans ma carrière, puis je suis allée recenser les meilleurs qui font plus d'impact là, pour les gestionnaires. Puis avec un programme comme ça, vous avez vraiment l'ensemble, voyez-vous, si vous allez avoir l'ensemble pour évaluer le niveau de maturité de l'équipe et des individus. Et en fonction du niveau de maturité, il y a 4 niveaux de maturité. Vous avez des pratiques à prioriser ici, mais vous les voyez tous dans le programme parce que le niveau de maturité peut toujours varier en fonction des personnes qui arrivent ou qui partent. Et en ce qui concerne la conférence de ce matin, on va plus loin ici avec la formation, donner une critique qui responsabilise. On va aller plus loin au niveau du comportement. Mais si vous voulez aller derrière le comportement pour forer vos capacités, vos croyances et vos craintes reliées à donner une critique, là, je vous invite à communiquer avec Virginie pour qu'elle puisse vous inscrire dans un atelier créatif pour vous donner la chance de développer à ce moment-là des capacités et de vous appuyer sur des croyances aidantes et des valeurs aidantes. Alors, il est 9h. 9h17. Est-ce que vous avez des 9h17. questions? Alors, il ne faut pas se gêner. Vous pouvez soit directement ouvrir votre micro et votre caméra. Je pense que c'est le plus facile. Vous pouvez aussi aller dans le chat. On a une question. Stéphanie nous demande, est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? On va, s'il y a des certaines slides qu'on peut vous faire parvenir, on le fera. Guylaine va me donner un suivi là-dessus, mais vous, vous aurez, en tout cas, on va vous écrire au cours des prochaines heures pour avoir votre, le sondage et pour vous faire aussi parvenir certaines petites informations là, sur le contenu de ce matin. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est toujours un peu rapide, hein? On en prendrait beaucoup plus, mais justement, c'est pour ça que l'UQAC va faire des tests sur cette formation-là pour aller plus loin. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je lève la main, je suis intéressée à être testé, ou testeur, ou goûteur. Alors, s'il n'y a pas de questions, là, Sandra, je prendrais peut-être encore un petit 5 minutes avec les personnes qui peuvent continuer. Sinon, on pourrait libérer les gens qui doivent quitter là, pour leur rencontre. Moi, je vais en profiter parce que je dois absolument vous quitter. Je vais en profiter pour vous inviter. Je vous l'ai mis dans dans le chat. C'est un événement gratuit demain soir pour venir discuter, et ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, de la contribution des réservistes pour la productivité de nos entreprises. Alors, c'est mon petit côté colonel honoraire de l'escadron 425 qui me permet d'organiser cet événement. C'est avec la direction des programmes pour l'appui des employeurs et le conseil des liaisons des Forces armées canadiennes. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a un grand gestionnaire qui sera là. Il s'appelle Yves Desjardins Siciliano, qui lui est un ancien PDG de Via Rail. Il est président je ne sais jamais comment le dire, Simone, attendez un petit peu, il occupe les fonctions. Je ne l'ai pas on ne l'a pas mis dans ma bio. Écoutez, c'est un grand dirigeant du Canada qui est là et pour parler de l'apport des militaires dans les organisations. Alors, je vous invite, c'est gratuit, demain soir à 5 heures. Et puis, Hélène, je te laisse aller avec ma belle Laura. Moi, je vous dis,
Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse répondre aux questions et ma belle Hélène avec le restant du groupe. Alors, merci d'avoir été là. On a 4 autres formations, rendez-vous formation à vous offrir tout au cours de l'année. Alors, soyez bien attentifs. Vous allez recevoir notre sondage aujourd'hui, puis au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce et au nom de Laura Tremblay, notre coordonnatrice aux événements, je vous remercie beaucoup. Bonjour Guylaine, bonjour Hélène et bonjour tout le monde. Bonjour. Je Merci, Sandra. vous laisse ensemble. Merci beaucoup. Alors, je vais juste terminer rapidement pour dire, c'est ça, là. Donc, en fonction des 6 niveaux logiques de Robert Dild, la formation reposait sur les prédispositions du gestionnaire à donner une critique. Donc, pour m'assurer mon assurance et ma confiance quand j'adresse une critique, avant de savoir quoi faire, comment faire ici, comment donner une critique de manière constructive, ou le retrouver dans ma formation de programme, pour ceux et celles qui veulent aller dans travailler derrière le comportement. Si vous voulez travailler, si vous avez dit, ben moi, c'est les capacités que je dois, capacités, croyances, valeurs, on va aller voir les stratégies efficaces et inefficaces. Et l'objectif de cet atelier technique créative-là, c'est de mettre en lumière une stratégie gagnante et une autre limitante en fonction de ce que vous croyez être capable ou incapable. Et je vous dis sérieusement, ça peut faire comme on est dans les ateliers, c'est pas de la formation, vous allez vraiment faire un exercice qui va vous permettre de faire des pas par rapport à ça. Sinon, si vous dites, ben moi, j'ai crainte à ma crédibilité, nous allons faire un atelier créatif sur le côté ombre et lumière de ma posture de gestionnaire. Et l'objectif, c'est d'ancrer et de positionner votre visibilité, c'est-à-dire l'image que vous projetez en termes de gestionnaire dans votre identité. Est-elle celle que vous souhaitez ou est-elle celle que vous ne souhaitez pas? Puis on va vous faire travailler pour ancrer la posture que vous souhaitez, la visibilité que vous souhaitez projeter. Et ces 2 ateliers-là, comme je disais, sont vraiment sont pas annoncés au niveau public. C'est moi et Virginie Gilbert de la formation continue avec Guylaine Malaison qui souhaitons faire, si on peut dire, 2 petits groupes ici pour voir comme un projet pilote. Alors, il faudrait vraiment communiquer avec Virginie si vous voulez vous inscrire à ces 2 ateliers-là. Sinon, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a la formation ici pour les gestionnaires à laquelle on va aller chercher des pratiques. On ne pourra pas aller derrière avec les ateliers créatifs parce qu'il y a beaucoup d'autres contenus. On parle du positionnement du gestionnaire. On parle de vous préparer à piloter, à propulser vos équipes, évaluer le niveau de maturité de l'équipe et des individus. On parle des 6 leviers de la santé psychologique au travail dans responsabiliser et piloter l'équipe. Quoi faire pour prévenir les conflits? Comment donner une critique constructive si j'ai des individus et une équipe au niveau défaillant? Comment gérer les conflits et les inconduites et la dynamique de l'équipe? Parce que vous savez, vous avez des gens dans votre équipe qui ont des comportements, qui ont des leaders, un leadership informel et que, par exemple, ça génère une dynamique où est-ce qu'il y a un leader informel dans l'équipe qui draine l'équipe vers le bas. Alors, comment gérer l'individu, mais aussi la dynamique d'équipe? Et finalement, si vous dites, ben moi, dans le fond, Hélène, je vais aller plus loin que mon équipe parce que ça va bien, il n'y a pas de problème. Ben OK, mais comment vous pourrez favoriser une approche de coaching avec vos employés puis de maintenir et de propulser la maturité de l'équipe qui est déjà émergent pour l'amener vers un niveau stable? Juste une petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui avez au sein de votre organisation des gens qui sont en posture d'autorité fonctionnelle et non d'autorité hiérarchique. Nous offrons également la formation continue, un programme pour chef d'équipe. C'est moi qui donne les 2. Puis, je veux juste vous dire que le programme pour chef d'équipe, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une autorité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas adresser des critiques, qui ne peuvent pas faire des attentes signifiées aux employés, mais qui ont quand même à avoir un certain posture qui représente, si on peut dire, qui est votre bras droit au niveau de la gestion. Et les pratiques qu'on voit dans leur formation, ils sont intimement reliés aux pratiques de gestionnaire. Fait que des fois, j'ai des organisations qui forment les gestionnaires au programme, puis qui forment les chefs d'équipe à leur programme, parce que les deux, c'est en cohérence finalement, les 2 programmes. Et la prochaine cohorte, le chef d'équipe, c'est à partir du mois de novembre. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Je ne sais pas. Il y avait une question dans la conversation sur le chat, là. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir accès au micro.
Il ou elle demandait si un gestionnaire devrait demander du feedback de la part de ses employés. Parce qu'avant, on ne devait pas questionner l'autorité, mais aujourd'hui, c'est différent. Moi, je trouve ça délicat, honnêtement. C'est une bonne question. Puis j'en ai pas de bonnes réponses parce que ça dépend tout le temps du niveau de maturité, justement, dans lequel votre organisation se situe. Si votre organisation, au niveau global, se situe dans un niveau de maturité défaillant, c'est-à-dire qu'on est dans le négativisme, les gens sont pas contents de ce que les employés, de ce que l'employeur donne comme condition de travail ou encore comme avantage, puis qu'on est dans un climat de négativisme, je suis pas certaine que cette pratique-là, c'est une bonne chose, parce que je suis pas certaine que les employés vont avoir une bonne intention, fait qu'ils vont donner un feedback. Puis ça pourrait même mettre en péril, comment je dirais, euh, le côté de la gestion qui est peut-être déjà contesté. Par contre, si vous êtes dans un niveau de maturité stable et émergent, où est-ce qu'on sent que les employés, puis qu'il y a une co-responsabilité des employés avec les gestionnaires pour faire en sorte d'aller vers des résultats intéressants, puis un climat de travail ensemble. Et que quand je dis co-responsabilité, c'est que les employés sont motivés à s'impliquer pour aller mieux ensemble avec le gestionnaire. Là, peut-être, ça serait intéressant d'aller chercher. Et s'il y a des gens qui veulent aller plus loin là-dedans, il y a des pratiques aussi, des fois, qui existent dans certaines firmes, offrent des évaluations 360. Mais moi, j'ai toujours eu un petit bémol là-dessus, moi. Parce que des fois, on pense qu'on est dans une organisation à maturité stable et émergent, mais des fois, c'est plus défaillant, fait qu'on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaiterait. Y a-t-il une autre question? Virginie, vous allez sur la formation. Ah ben, oui. OK, on a répondu. Virginie a répondu. Y a-t-il une autre question? Merci Marie-Hélène. Merci tout le monde pour ceux qui ont apprécié. Y a-t-il des questions, d'autres questions, par rapport au contenu, par rapport au programme? Sinon, je vais vous laisser filer. Puis, je vais demeurer en ligne là, avec des personnes là, qui souhaiteraient échanger. Moi, j'en ai jusqu'à 9h30 de libre là, sur les sujets où je serai aller plus loin. Mais il n'y aura pas d'autres contenus qui vont être partagés dans la formation. Merci beaucoup. Merci.